Bonjour et bienvenue dans le cadre de ce troisième épisode du podcast TNS dédié au projet Footing Vertical. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par l'équipe d'Engelab qu'on présentera juste après, mais également de Sébastien, qui est toujours l'un des trois fondateurs de Footing Vertical et de MBS Industries. Salut Anthony. Salut Sébastien. On a aujourd'hui la chance d'être accompagné de deux personnes importantes et clés dans le cadre du projet au sein d'Engelab. Je vais commencer par Olivier. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Anthony, bonjour le reste de l'équipe. Donc moi je suis Olivier Tuisa, en charge du développement mécanique et industrialisation au sein d'Engelab depuis déjà un peu plus d'une dizaine d'années. Et donc une équipe d'une dizaine de personnes, des techniciens, des ingénieurs, une équipe très complémentaire, polyvalente, qui a même de développer les produits mécatroniques et les différents équipements de production sur lesquels on est amené à travailler. Merci Olivier. Thomas, à toi de jouer. Bonjour Anthony. Donc moi je suis Thomas Gabéran. J'ai la chance d'encadrer chez Engelab l'équipe d'électronique et de logiciels embarqués. Je suis moi-même issu d'une start-up et je suis aussi ingénieur en électronique et logiciels embarqués. Dans le cadre de ce podcast, vous l'aurez compris, on va plonger au cœur du projet, au cœur d'Engelab également dans le développement développement du produit Footing Vertical. Sébastien, où en était finalement le projet et le développement du produit au tout début de notre rencontre ? Eh bien, effectivement, on a vu dans les précédents épisodes qu'on a démarré par des prototypes tout d'abord purement mécaniques et qu'on a ensuite pu développer avec on a sélectionné un industriel expert des dispositifs mécatroniques de levage, donc un industriel français qui nous a fabriqué la première preuve de concept sur la base d'une machine qui n'était pas dédiée au levage de personnes, qui n'était pas normée pour ça, hein, et d'une machine aussi qui avait été développée sur des principes de marquage CE classique. Grâce à ce dispositif et à des évolutions sur la partie algorithmique, du travail sur le paramétrage de cet outil, on est allé vers une première preuve de concept, celle qui nous a permis notamment d'intégrer l'incubateur SEMIA. À partir de là, il y avait un choix à faire. On était face à un dispositif que nous, on voulait dispositif médical. Donc ça voulait dire qu'en termes de développement, il fallait être en capacité de reprendre tout le développement de notre preuve de concept pour l'adapter aux spécificités des dispositifs médicaux. Et puis, on voulait évidemment une machine qui soit en capacité de porter des grimpeurs, donc porter des êtres humains. Et ce n'était pas le cas de notre preuve de concept. Et puis enfin, on avait ce partenariat possible avec cet industriel qui malheureusement ne souhaitait pas pouvoir partager la propriété intellectuelle. Et tout ça nous a amené à nous poser la question, voilà, est-ce qu'il fallait partir finalement avec un industriel professionnel du métier, ou est-ce qu'il ne fallait pas tout simplement repartir de zéro avec un partenaire suffisamment important, suffisamment solide pour pouvoir nous accompagner sur tous ces aspects, à la fois développement, mais aussi industrialisation future. Et c'est là qu'on a eu vent, via notre incubateur, de différentes sociétés expertes de l'ingénierie et du numérique, dont faisait partie Engelab aussi. Avant de démarrer sur la réalisation du projet et du produit en tant que tel, tu parles de la rencontre. Finalement, Sébastien, toi, comment tu qualifierais, comment tu présenterais Engelab si tu devais pitcher Engelab ? Comment tu le ferais ? Alors, c'était assez marrant comme rencontre parce que nous, on a fait des recherches sur des experts de l'ingénierie qui avaient une taille critique suffisante pour pouvoir porter les projets ambitieux qu'on avait en tête. Et donc sont sortis des grands noms, des grands groupes internationaux. Puis quand on est allé chez Engelab, on s'attendait à être face à un mastodonte technologie and stratégie, 3500 personnes sur le site internet. On s'est dit, est-ce qu'on va être, nous, en tant que start-up, considérés comme un client suffisamment solvable et suffisamment solide pour qu'on nous prête de l'intérêt ? Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, on était face à une équipe motivée, qui s'était renseignée sur notre projet, qui nous a accueillis comme une multinationale, en fait, comme un client d'importance. Finalement, qu'on soit petit ou grand, on a été reçus avec tout l'intérêt qu'on espérait pouvoir avoir. Et puis ensuite, il y a eu l'analyse de l'offre, donc suite à notre cahier des charges. Et là, on s'est rendu compte qu'au-delà d'avoir de l'intérêt pour notre projet, il y a un effort qui a été fait pour travailler avec notre start-up. Start-up qui, à l'époque, n'avait pas encore fait de levée de fonds.
Donc, qu'est-ce qui pouvait donner du crédit finalement à notre projet? C'était simplement la valeur humaine qu'on apportait et l'énergie qu'on avait mis dans notre cahier des charges. Et là, effectivement, on a eu le bonheur de découvrir une équipe qui s'était intéressée au projet, qui a fait une proposition avec de la vraie valeur ajoutée et même financièrement avec des efforts qui ont été faits pour que on puisse nous assumer en fait ces développements, les assumer financièrement. Et donc on n'était finalement pas face à un fournisseur classique, on avait vraiment l'impression d'être face à un partenaire. Et là on s'est dit avec Bassa, c'est les bons, c'est avec eux qu'on veut bosser. Et c'est là où finalement, je dirais que la rencontre se fait, l'histoire commence. Messieurs, je vais commencer par Thomas. Finalement, si tu devais nous expliquer l'objectif du projet pour nous en tant qu'Engelab, bureau d'études mécatroniques et intégrateur industriel, qu'est-ce que tu dirais? Ouais, c'est assez facile, c'est de porter le projet dans l'état auquel il était jusqu'à un produit qu'on peut livrer. Dit comme ça, c'est simple, mais ça implique finalement beaucoup d'étapes. Donc il avait déjà fallu se réapproprier, comme disait Sébastien, l'aspect propriété intellectuelle. Donc on a pu refaire un nouveau POC en fait, mais plus orienté vers les premières idées qu'on a eues. Il y a effectivement tous les aspects aussi réglementaires, donc analyse réglementaire, analyse normative. Il faut faire l'analyse de risque pour aller vers ce produit qui doit être dispositif médical. Il faut concevoir des cartes électroniques, concevoir du logiciel, dimensionner de la mécanique, et je pense qu'on y reviendra. Et puis après, il y a aussi tout le sourcing fournisseur, et puis l'aspect industrialisation, certification d'abord, et l'aspect industrialisation. Donc finalement, ça fait quand même un bon bout, un bon stuc, et on a la joie de pouvoir, et les capacités surtout de pouvoir accompagner avec Engelab, et c'est ça qui est cool. Dans le cadre de ce projet, Olivier, est-ce que tu peux nous dire où on en est finalement et quelles sont les différentes, je dirais, difficultés ou les différents challenges qu'on a pu aborder et auxquels on a apporté des réponses? Alors là où on en est, on est en plein au milieu du développement et encore au milieu, en fait, le projet se décompose en plusieurs éléments, donc qui ont des stades d'avancée qui sont pas forcément les mêmes. En tout cas, nous, on a l'équipe on a la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire sur ce projet qui est assez passionnée et qui est très motivée là voilà, ça reste un projet très ambitieux de par la multiplicité des technologies qui sont utilisées dedans. Et surtout, on a un challenge principal qui est le planning. Parce que c'est vrai que là, comme Thomas décrivait un peu les étapes de développement, il s'agit d'un développement qui est relativement classique en fait dans le développement d'un produit mécatronique. Simplement, on a sur ce projet un périmètre qui est vraiment large, puisqu'on est reparti vraiment même des spécifications. Voilà, on a travaillé beaucoup avec le cahier des charges, mais on voit que l'usage du produit, en fait, a une petite flexibilité de par la grande créativité d'MBS sur le sujet. Alors, c'est pas du tout un reproche ni péjoratif. Il s'agit en fait, on voit qu'il y a un fort engouement sur ce projet, des débouchés sectoriels qui sont importants, et je pense qu'on en reparlera après, mais qui font que au fur et à mesure du projet, ça foisonne d'idées pour avoir des variantes, pour transformer un petit peu l'usage, et que ça oblige à avoir une certaine agilité de notre côté. Donc ça, c'est un des principaux challenges qu'on a sur ce projet, c'est d'être assez souple, et en même temps de devoir recadrer le projet pour qu'on puisse le sortir quand même à date. C'est-à-dire qu'il faut effectivement pouvoir garder un cap sur l'ensemble du projet. Donc c'est vraiment ça une des spécificités en tout cas de ce projet. Autre particularité, dans le cadre d'un développement classique, on conçoit un proof of concept pour lever des risques. On travaille ensuite avec des prototypes à différents états pour valider des fonctionnalités, certaines fonctionnalités. Il se trouve que dans ce projet, les frontières entre les proof of concept, les prototypes n'étaient pas forcément très bien délimitées. On voit que les proof of concept se transforment en démonstrateurs, en plusieurs usages.
Donc même chose, c'est ça qui perturbe un petit peu notre vision du développement classique. Mais en fait, c'est une des forces aussi d'Engelab, hein, c'est d'avoir cette agilité et cette flexibilité. On aime assez bien naviguer justement autour de la ligne directrice en fait, du développement du projet. Voilà. Mais en tout cas, d'un point de vue suivi du projet, c'est ça les principaux challenges. D'un point de vue purement technologique, je pense que Thomas sera plus à même d'en parler, mais on a eu, sur les aspects purement technologiques, il y a le radar qui est de détection de personnes, qui est un petit challenge technique principal. Tout à fait, on part sur des radars à 60 gigas là, qui venaient de l'automobile et puis qui se répandent de plus en plus et qui permettent d'avoir des informations très sympas et qui peuvent être exploitées de plein de manières. Donc on va démarrer simple et puis le produit sera évolutif. Donc c'est ce que disait un petit peu Anthony avant. Puis voilà, évidemment, l'aspect loi de commande pour faire grimper les personnes. On travaille beaucoup avec du ressenti que finalement il faut quand même arriver à caractériser et à rendre mesurable. Donc ça, c'est l'autre challenge qui est super intéressant, et à la fois humainement et techniquement. Donc moi, c'est au-delà de l'aspect planning et organisationnel qui, qui nous pilote quand même tous, c'est les deux aspects techniques qui sont très amusants, comme j'aime dire. Sébastien, en tant que partenaire et client finalement d'Engelab là, sur ce développement, quelles étaient tes attentes spécifiques quand tu nous as rencontrés et quand on t'a décidé avec Bassa et avec Mickaël de démarrer l'aventure avec nous? Quelles étaient tes attentes spécifiques et aujourd'hui, est-ce que tu trouves une réponse à ces différentes questions que tu te posais? Alors, c'est une bonne question, effectivement, Anthony, parce que on est arrivé avec une preuve de concept qu'on a effectivement utilisé comme démonstrateur, à la fois d'abord au niveau de Semia, parce que c'était un peu la porte d'entrée aussi. Et puis on avait cette preuve de concept qu'on a complétée par différents organes externes de sécurité qui nous ont permis de faire des démonstrations avec, comme on le ferait avec un prototype déjà plus abouti. Et ces démonstrations ont amené finalement le marché, nos clients futurs, à s'exprimer sur leurs besoins. Et on s'est rendu compte que beaucoup plus rapidement que prévu, il y avait ce besoin de pouvoir alimenter le marché avec des dispositifs qui permettent de rendre l'escalade accessible à tous, en autonomie. Et puis, il y a une date à laquelle on n'a pas pu transiger, c'est la date des Jeux paralympiques de Paris. Effectivement, on a eu l'honneur et le privilège d'accompagner la Fédération française de la montagne et de l'escalade sur cet événement, avec en première mondiale la présentation du footing vertical pour faire grimper plusieurs centaines de personnes en situation de handicap sur seulement une dizaine de jours. Et c'est vrai que cet événement, il a mis la pression sur le planning. Il a mis la pression parce qu'il a fallu le temps d'identifier Engelab, de monter les cahiers des charges. On a choisi aussi une approche de travail avec Engelab qui était une approche finalement de clé en main. Parce que nous, en tant que start-up, on avait besoin de maîtriser à la fois les temporalités et à la fois les budgets. Et donc, cette approche-là a pris du temps. Et les Jeux paralympiques, contrairement à ceux de Tokyo, ils n'ont pas été décalés. Et donc là, on s'est retrouvé effectivement avec un temps très court pour pouvoir présenter quelque chose. Et là, bravo aux équipes, parce que en l'espace de quelques mois, on peut considérer qu'on avait une preuve de concept qu'on a pu mettre sur le haut d'un mur d'escalade mobile, en plus, aux Jeux paralympiques de Paris, pour pouvoir faire des démonstrations de cet outil. Alors, on n'a pas pu faire grimper du public dessus, mais c'était déjà la possibilité de montrer qu'on était en capacité demain de proposer une solution qui soit à la fois sûre, qui soit pilotable en autonomie par les personnes en situation de handicap avec leur smartphone et qui réponde à des caractéristiques de cinétique de mouvement qui étaient celles que nous on recherchait, c'est de pouvoir faire grimper tout le monde, personne en situation de handicap ou personne valide. Et une personne valide a beaucoup plus d'explosivité, de vitesse de mouvement qu'une personne en situation de handicap. Et là, c'était un véritable défi technologique aussi. Ce qu'on peut comprendre de vos témoignages respectifs, finalement, c'est qu'il y a deux enjeux qui sont cruciaux. Il y a en fait un premier enjeu qui est le planning. Il y a un deuxième enjeu qui est effectivement, je dirais, l'évolutivité ou en tous les cas la capacité à respecter une réglementation et des normes spécifiques. Au sein d'Engelab, comment on a l'habitude de traiter ces différents sujets et quelles sont les méthodologies ou les outils qu'on utilise qui nous permettent effectivement de répondre à ces deux challenges?
Je vais prendre le début et puis je te laisserai la suite. Donc, ce qui est intéressant, on travaille dans l'écosystème alsacien beaucoup avec la CCI pour l'analyse réglementaire. Parce qu'il n'est pas facile, enfin, c'est un gros job finalement d'identifier tous les textes et les lois qu'il y a à faire à tel ou tel produit. Est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on n'est pas dedans? Et puis il y a toujours une petite part d'interprétation dans les textes en plus. Donc là, on travaille avec la CCI. Après, on prend le relais pour transformer ça en normes et en essais. Et puis après, évidemment, les équipes techniques, elles doivent transformer ces normes en choix technologiques. Et donc pour répondre à la fois aux normes, mais en plus aux besoins d'évolutivité future du produit. Donc là, c'est tout au long du projet. Et après, je crois qu'il y a la suite en termes de dimensionnement et de process. Peut-être tu peux nous dire quelques mots. Oui, une fois que les normes sont identifiées et les spécifications également, c'est les équipes techniques qui prennent le relais pour faire toute la partie dimensionnement, identification également des différents composants qui doivent répondre à certaines normes, identification également des fournisseurs dans le cadre de l'industrialisation, puisqu'on est amené à travailler justement à identifier les bons fournisseurs partenaires qui sauront fabriquer le produit en série et parfois même l'assembler. Donc il y a ce travail de sourcing ou d'identification. Alors après, c'est vrai qu'on commence à avoir un réseau également et on sait à peu près vers qui se tourner. Maintenant, sur chaque projet, il y a des nouvelles spécificités techniques qui font qu'on est tout le temps en recherche de nouveaux fournisseurs. Ensuite, on a toute la partie essai et validation, où là, nous-mêmes, on est équipés pour faire un certain nombre d'essais en préqualification. Donc, on n'a pas d'accréditation pour valider le bien fondé d'un test. Maintenant, on fait toute la partie préparatoire et les différentes itérations techniques qui vont nous permettre de garantir que le produit répond à certaines exigences. Et au moment de constituer le dossier technique, en fait, on passe par des laboratoires externes qui, eux, sont accrédités, qui mettent donc le stempel sur le papier, et qui nous permettent de déposer un dossier technique solide, qui permettra à un organisme notifié de valider la conformité du produit. Alors, il se trouve qu'en plus, du côté d'Engelab, on a pu passer une certification de l'ISO 13485 qui est spécifique au développement de produits médicaux, donc qui exige notamment une traçabilité documentaire plus importante que sur d'autres produits. Donc on a cette spécificité-là. Et au sein de nos équipes, on a également des personnes au niveau de la qualité qui sont garantes du respect de cette traçabilité documentaire. Dans le cadre de vos témoignages, vous parliez effectivement de POC, de démonstrateurs, de prototypes, avec une frontière qui était plus ou moins large en fonction effectivement de ce dont on parlait. Est-ce que, Sébastien, vous avez des premiers retours d'utilisateurs aujourd'hui, et si oui, quels sont-ils? Alors pour le moment, sur le POC qu'on a au niveau de Colmar, on fait pas grimper du public dessus. Donc c'est uniquement au niveau de nous trois fondateurs qui l'utilisons pour pouvoir faire un feedback sur la notion d'algorithme, la partie contrôle moteur, où là, on a notamment Michael, Bassa, ils ont une sensibilité en tant qu'experts de l'escalade qui leur permet très rapidement d'identifier les points de vigilance, les moments où le dispositif ne va pas forcément réagir comme on l'attend. Et moi, j'ai de bons points de comparaison avec notre preuve de concept initiale. Et du coup, ça nous permet, nous déjà dans un premier temps, d'exploiter l'utilisation de ce POC en rajoutant des sécurités complémentaires pour vraiment répondre à toute l'analyse de risque. Et ça nous permet de venir challenger ce qui est réalisé par les équipes. Et puis, après, derrière, mon expérience en génie électrique et en informatique industrielle me permet d'essayer de transformer ce ressenti que Bassa ou Michael ils vont avoir en une approche plus algorithmique, en tout cas pour orienter les ingénieurs d'Engelab vers la bonne manière ou la meilleure explication possible pour qu'ils puissent comprendre ce phénomène, quoi.
On est en plein dans, je dirais, l'enjeu technologique aussi du projet. Là, on travaille de façon itérative, effectivement, pour pouvoir avoir des retours au fur et à mesure et améliorer le développement. On a parlé de la loi de commande. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux techniques, technologiques qui sont, je dirais, challengeants dans le projet? Et si oui, encore une fois, quels sont-ils? Ouais, bah, il y a évidemment, hein, il y a l'aspect sécurité. Donc on va emmener quelqu'un à 15 ou 20, 25 mètres de haut. Il ne s'agit pas de le laisser tomber. Donc ça, c'est tout le dimensionnement et méca et d'analyse de risque et de ce qu'on va mettre en face pour diminuer le risque, pour le maîtriser le plus possible. Donc ça tient à la fois du process qualité, mais aussi des choix technologiques. Donc là, on va doubler, on ne peut pas dire tous les secrets, mais il faut faire en sorte que même s'il y a une défaillance, la personne ne tombe pas, faire en sorte qu'il n'y ait pas de défaillance qui risque d'envoyer à toute vitesse la personne au plafond. Alors voilà, donc il y a plein de choix technologiques et ça, c'est un enjeu qui est assez important dans ce projet parce qu'on veut de la très grosse dynamique. Voilà, on veut presque du 4G d'accélération. Mais par contre, il faut le faire en toute sécurité. Olivier, est-ce que tu avais des éléments à rajouter là-dessus? Pas particulièrement, si ce n'est qu'effectivement sur le POC, on a pu s'affranchir un petit peu, c'est pour ça que ça nous a permis d'aller très vite, on a pu s'affranchir de ces problèmes de sécurité en utilisant des équipements externes de sécurité, typiquement un enrouleur qu'on trouve dans les salles, qui équipe habituellement les salles d'escalade. Donc c'est ça qui a permis de prendre en charge une partie de la sécurité du proof of concept, que dans la version là industrielle, on doit intégrer nous-mêmes. Ouais, mais si je peux compléter, c'est ce qu'on aime chez Technologie et Stratégie et chez ENGELab. C'est des projets avec des enjeux intéressants, que ce soit sur des gros enjeux comme ça, que ce soit sur de l'automobile, sur du ferroviaire, sur des dispositifs médicaux de classe même plus élevée. C'est comment on va maîtriser le risque, comment on va le diminuer et qu'est-ce qu'on met en place. Et donc, grâce à tout l'écosystème TNS, on a cette possibilité d'avoir ces analyses de sûreté de fonctionnement et la capacité surtout de mettre en place les contre-mesures qu'il faut pour le maîtriser, que ce soit au niveau du produit et du process. Sébastien, on a parlé dans les podcasts précédents finalement de l'importance pour vous d'avoir une dimension sur d'autres secteurs d'activité. On a parlé de domaine de défense, de la sécurité, domaine médical, domaine industriel. Aujourd'hui, d'un point de vue produit, développement du produit, finalement, comment vois-tu les prochaines étapes et comment envisages-tu la suite de la collaboration avec TNS et avec ENGELab? Là, pour le moment, on avait effectivement un besoin impérieux d'aller vers un dispositif commercialisé qui est abouti, normé, qui puisse être produit en série. On a ce challenge aussi de le produire en série en Alsace. Avec l'accompagnement des équipes d'ENGELab, on a pu sourcer en plus des fournisseurs fiables, de renom, d'expérience, qui se situent en plus, pour certains, à 50 km d'ici. Donc, on rejoint en plus nos valeurs de pouvoir créer de l'emploi local et d'avoir une souveraineté européenne quasi complète autour de la solution. Maintenant, les étapes suivantes, on sait qu'une fois que le produit soit sur le marché, il y aura de l'amélioration continue dessus. Et là, on est face à un choix stratégique. Est-ce qu'on intègre en propre des ressources qui vont prendre le relais? Et la proposition aujourd'hui d'ENGELab est faite pour que ce soit possible. Donc on n'est pas enfermé dans une solution où on est obligé de continuer à travailler avec ENGELab. Et pourtant, aujourd'hui, on voit que cette flexibilité, cette souplesse, la réactivité des équipes nous amène à penser qu'on va plutôt fonctionner en station de service avec ENGELab pour poursuivre ces développements-là sans forcément réintégrer en propre toutes les compétences. On sait aussi qu'on a d'autres verticales marché et que cette première machine va être la plateforme de développement futur. Et donc pour nous, il y a d'autres missions qui sont à concevoir, à planifier. Et pour le moment, effectivement, ENGELab nous a montré que c'était le bon partenaire pour envisager le futur plus sereinement.
Je sors un peu des sentiers battus qu'on avait préparés, mais une question qui me semble particulièrement intéressante, c'est vous aujourd'hui, en tant que développeur du projet, responsable du projet côté EngeLab, comment vous qualifiez le projet footing vertical et en un mot, est-ce que vous pouvez décrire MBS Industrie? Olivier, à toi l'honneur. Merci Anthony. Question surprise. Non, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas tous les jours non plus des projets avec ce niveau enfin, ce périmètre-là et cet enjeu-là. Et en fait, moi, c'est un des éléments qui m'a frappé le plus à la première rencontre. Alors moi, ça a été un peu plus tard que le reste de l'équipe, mais on s'est rencontrés dans la salle à Colmar. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais ce métier-là de responsable du bureau d'études. Et on a travaillé avec beaucoup de startups. On a travaillé avec beaucoup de startups ou même des indépendants qui avaient à un moment donné un projet plus ou moins farfelu. Ce qui a été frappant à la rencontre, c'est l'état de maturité dans lequel était le projet de votre côté. Et surtout l'anticipation de tout. Enfin, nous, en tant qu'industriels, on connaît les étapes de développement, on connaît les difficultés qu'il va y avoir, et on a senti que tout avait été anticipé, que vous aviez déjà les contacts. Donc, de travailler dans ces environnements-là et de travailler avec des startups qui ont ce niveau de maturité-là sur un projet aussi ambitieux technologiquement en plus, ça donne forcément aussi des motivations supplémentaires de faire avancer le bateau dans le même sens que vous. Et ça booste aussi les équipes de travailler sur cet environnement-là, c'est très clair. Donc ça, c'est pas en un mot là, mais... Thomas? Complet. C'est un projet complet, c'est sûr. Chaque projet est super intéressant. Enfin, nous, on est une grande équipe de curieux. Mais c'est un projet complet qu'on va pouvoir accompagner le produit depuis le prototype. On a même la possibilité de participer au choix, même d'orienter la conception du produit, c'est chouette. Faire les choix technologiques, participer aux choix technologiques, parce qu'évidemment, c'est avec vous. Et l'accompagner jusqu'à l'industrialisation. On peut même l'essayer régulièrement. Donc c'est un projet complet et c'est extraordinaire, autant du point de vue process que du point de vue des technos. On touche à tout. Enfin, il y a évidemment le côté produit qui bouge, il y a un moteur, donc c'est amusant. Il y a l'aspect connectivité, IoT, cybersécurité qui va être là au quotidien. Donc, on va collecter des tas de données qui seront certainement exploitables par d'autres choses. Et, il faut anticiper tout ce qui est maintenance, évidemment, dans la conception aussi. Ça, c'est super intéressant. L'aspect méca qui est quand même super riche, pas faire tomber des personnes de 25 mètres, quoi. Plus les sécurités. Non, mais mécaniquement, il y a aussi des challenges. Voilà, c'est un projet très très complet et moi j'aime ça. Voilà. Sébastien, le mot de la fin finalement sur cette série de 3 épisodes. On a pris beaucoup de plaisir à parler, je dirais, de la rencontre, de l'incubation et des étapes entrepreneuriales que vous avez rencontrées. Aujourd'hui, dans ce podcast-là, finalement, du développement du produit. Toi, en un mot, finalement, si tu devais qualifier EngeLab pour les auditeurs qui nous écoutent. Je n'ai pas besoin de réfléchir beaucoup. Partenaire. Ouais, partenaire parce que à tous les niveaux, et Thomas vient de le dire très justement, on a aujourd'hui un cahier des charges, on a beaucoup de flexibilité, c'est normal, on est une start-up. Est-ce qu'on pouvait attendre autant de flexibilité de la part d'un groupe comme le vôtre ? Pas forcément dans notre idée initiale. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est possible. On a la souplesse de pouvoir s'adapter à vos propositions. Et quand les propositions sont bonnes, on serait vraiment bête de passer à côté. Donc vous êtes aussi acteur de ce que sera notre machine demain. Et pour ça, je vous en remercie. Un grand merci à toi également. Un grand merci à toute l'équipe, Bassa, Mickaël évidemment. Un grand merci à Olivier, Thomas et puis à tous les auditeurs qui nous ont écoutés durant cette série.